Bonjour, bienvenue dans le ZCL de ce mercredi 7 octobre 2015. Bonjour Céline. Bonjour Dani. Aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Nomertin, Jean-Marie Nomertin. Bonjour. Bonjour. On va recevoir plus tard l'écrivain Fred Le Breton qui a écrit ce bouquin très inspirant. Tu es le député, on ne sait pas lequel. Hein? C'est un titre choc. On le saura tout à l'heure. Et puis un spectacle est prévu avec l'artiste Ronnie Théophile. Ce sont ces deux derniers albums, peut-être qu'il y en a un troisième, il va nous le dire tout à l'heure, on va le recevoir, mais en attendant, avec vous Céline, on développe les titres de l'actualité. Dans les titres de ce mercredi, la pétition populaire sur la contamination à la chlordécone de la Guadeloupe sur le bureau du Parlement européen, initiée par Harry Durimel, le document a été jugé recevable par l'Union européenne. Les autorités françaises vont devoir s'expliquer. Et puis le CHCBE, il faudra vous faire à cet acronyme. L'hôpital de Capesterre-Belle-Eau, qui devait ouvrir initialement en 2012, pourrait bien être mis en route début 2016. Vous le verrez dans notre sujet, les ambitions ont été quelque peu revues à la baisse. Et puis la Guadeloupe a désormais pignon sur rue en plein Paris. Le comité de tourisme des îles de Guadeloupe vient d'ouvrir une antenne Europe digne de ce nom dans la capitale. Voilà un petit peu pour le menu d'Annick. Merci Céline. Je l'ai dit, on reçoit Jean-Marie Nomertin qui est secrétaire général de la CGTG, mais aussi prochain, il faut le dire, candidat aux prochaines régionales de casquette aujourd'hui. Mais on va parler d'abord de la CGTG, puisque vous étiez dans la rue il y a à peine quelques jours. Un problème vous oppose sur la question bananière encore, cette histoire de diffamation. Où en est-on exactement? Réplique bananière. En fait, c'est un conflit qui était né à Milénis, et il a licencié plus de 28 salariés. Et nous trouvons que c'est injuste, et nous avons des éléments qui montrent que c'est injuste. Les camarades, nous écrivons tract, les camarades du commerce, à la CGTG, tract la matière que la famille des Pointes ne peut pas dire pas l'argent. Il bâtit toute fortune sur la traite négrière, les communautations et l'esclavage salarié. Si base là, ça, M. Jean Despointes et Martin Despointes trouvaient diffamés. Ils ont attaqué nous au tribunal. En première instance, le tribunal a dit plainte à M. Jean Despointes recevable, il rejeté à Martin. Et en appel, la cour d'appel, donc, les deux, il dit les deux recevables. En première instance, le condamné a payé tout frais confondu plus de 15 000 euros. Et en deuxième appel, le condamné a payé plus de 32 000 euros, ça fait près de 54 000 euros, tout frais confondu. Nous avons dit que, nous avons écrit, qu'il y a des points c'est des nègres qui sortent à l'île de Gorée, qui prennent un coup de fouette dans les champs de plantation. Ils ont attaqué une diffamation de 4 mètres ça. Mais nous disons en vérité qu'historique, que tout le monde n'a pas nier. Mais il n'empêche que le tribunal a non seulement condamné nous, mais il condamne nous lourdement. Lourdement, on dit 54 000 euros, c'est équivalent à 3 ans de salaire payé au SMIC. Oui, donc, et 54 000 euros, c'est un cas à recette en nous, qui est uniquement basé sur les cotisations syndicales. Donc, 54 000 euros sont mis à mort à l'organisation. Donc, si base là, ça nous dit que, dans le premier temps, nous disons que nous avons fait cassation. Puis nous disons non, nous ne pouvons pas. Après, nous voyons ensemble d'avocats de la Cour de cassation, expliquez-nous, nous pas de bonne chance à ce niveau-là. Ça. Donc, nous disons, OK, nous quand nous voyons, au mois d'août, quand on nous saisit, quand on les camarades concernés, deux autres camarades, ils ont saisi, d'autres pas de l'argent. Ils ont gagé voiture. Ils ont dit voiture, il a payé. Alors, il travaille à des points. Il a touché moins de 1 500 euros. Voiture, il a gagé. Il a dit si il y a une voiture, il appartient à M. Jean et Martin Despointes. Gagé, c'est des gens qui alors, si base de ça, nous dit nous avons saisi le juge de l'exécution pour débloquer les comptes parce que nous avons des dépenses courantes et urgentes. Par exemple, le 15 octobre, nous nous payer 9 100 euros de charges sociales au niveau de la CGSS, au niveau de Pôle emploi. Or, aujourd'hui, il avait compte bloqué là, nous pouvons laisser les camarades payer, c'est nous qui payons, qui retenait nous 1 000 euros et nous payons faire face. Depuis arriver à la CGTG, on prend l'engagement que nous ne pouvons pas faire un chèque sans provision, que nous pouvons gérer la CGTG, vont découvrir ça, nous avons toujours fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, la question l'a posée, eh bien, nous devons faire là ça. Et le tribunal là, les deux points dit, devant le juge là, qu'il a trouvé l'argent là, effectivement, le juge a dit ça, il a trouvé tout l'argent là. Nous pas ni amendé étalement, tout l'argent là, ils ont une jurisprudence de 2001. C'est vrai. Mais nous avons dit que les points, ce n'est pas des pauvres. Ce n'est pas des gens qui sont dans le besoin, ce n'est pas des gens qui sont en difficulté. Ils ont pu trouver un arrangement avec nous. Et c'est ça, le président du tribunal là, tend la perche pour dire est-ce qu'elles ont paré à négocier en bité avec le syndicat là.
avocat là, c'est normal, il dit non. C'est ça que le client a dit. Des boucs qui ont pouvoir aussi, des chefs d'État en pays là, ça, à la pays français, parce que nous français juridiquement. Des boucs qui ont décidé et des faits et des défaites du gouvernement, à un simple petit avocat qui a réussi à convaincre eux. Donc, nous avons pouvoir en face à eux, qui décide qu'elle fait la CGTG mort. Nous avons rappelé que nous, union départementale, plus de 70 ans, nous avons une confédération de la Guadeloupe, la CGTG Guadeloupe, depuis octobre 61, à parler des points de guétuer. Et c'est pour ça que nous prenons décision. Après tout ça, nous analysons ce qu'elle nous fait, qu'elle ne peut pas laisser la CGTG en difficulté. Déjà, nous avons remercié, entre parenthèses, tous ces gens qui crient nous, qui apportent contribution, qui apportent pour nous. Mais ça qui est important surtout, c'est qu'elle nous dit, nous avons fait une démonstration après le fait à la Toussaint. C'est pour démontrer que la CGTG n'est pas mort. Et tout militants nous. Et nous sommes contents de voir des camarades qui disparaissent, qui reparaissent. Ça veut dire que la patrie en danger, eh bien, nous avons fait corps, nous avons fait bloc. Et le 3 novembre, nous prenons les dispositions qu'il faut. Parce que aujourd'hui, là, il y a l'argent là, mais nous avons mobilisé nous pour remettre nous l'argent. Ce n'est pas normal qu'on ait un syndical qui a uniquement des cotisations, il n'y a pas de subvention à tout le monde, qui ni des salariés, nous ajoutons des cotisations fiscales et sociales, nous pas ni pour crédit, pour fournisseur, nous pas doués. Alors, les dépenses qui approchent nous le fait que l'argent là est là. Et qu'ils prennent tout, en fait, fait nous quasiment et mettez 1500 € aussi contre la tout seul pour les passer. À un moment là, nous avons fait demande là et à la limite, nous avons accordé nous. Nous avons dit non, moi, en sortant dit, pas de gestion de la CGT déjà découvert depuis arrivé, pas de chèque sans provision. Donc, c'est débité là, ça nous réussit. Et nous disons, nous ne pouvons pas laisser faire ça, non plus parce qu'en fournisseur, nous que payer, ils brisent l'argent pour acheter matériel, etc. Donc, qui j'ai fait? Donc, nous, bien l'argent nous aujourd'hui là. Famille, nous a souffert assez. Ils ont volé famille, nous a spolié nous. Ils ont fait grève de payer jour férié. Il faut faire grève de payer tous les avantages que les travailleurs gagnent en mouvement. Les dépointes ne peuvent pas sortir. Après 200 ans de vol, 20 moun là, qu'il y a tué un syndicat qui sont institutions pays là ça. Donc nous mobiliser, nous déterminer. Mais nous já comprendre qu'il y a ça. Et nous avons fait rien là volontairement, ils ont compris qu'il y a passé. En fait, nous avons solidarité des gros béquiers, si question là ça parce que suite à un mouvement qu'elle nous fait en banane en 2014, le 10 octobre 2014, nous finissons le 27 novembre 2014. Suite à un mouvement là, ça, eh bien, nous avons plainte qui déposée et nous avons enquête qui a faite. Nous déposons plainte contre Dormois, les Sabois Debout et Louis Dormois. Il a condamné pour une fois pour mon camarade à un an de prison sursis et 50 000 € d'amende. Mais nous avons une deuxième plainte qu'elle nous déposée pour le fait qu'elle fait entrave au droit d'alerte, au droit de retrait. Et suite à ça, depuis juin, juillet, août et jusqu'à septembre, les 98 camarades qui font droit de retrait et la CGTG et qui est partie pris dans le dossier là, nous convoquons la gendarmerie Capestet pour justement mener une enquête pour savoir si ça vrai, ça pas vrai. Et tant et si bien que saisi à côté de nous qui a coïncidé au mois d'août, eh bien en septembre, nous sortis rappeler officiellement l'information là. Nous, les 98 camarades concernés en banane à la Sabois Debout, plus la CGTG, eh bien nous convoquer au tribunal pour justement le fait qu'il y ait déféré d'un mois devant les tribunaux là, le 8 février 2015, pour le fait qu'il y ait entravé fonctionnement à CHSCT là et y mettre via les camarades de danger le fait qu'il n'y ait pas respect droit de retrait et droit d'alerte. Donc tout le monde fait GV, nous, tout le monde dit nous point quoi. Effectivement, les gendarmes en Bazod, ils voient nos coups devant Port là, nous résister, nous prenons coup aussi, nous prenons lacrymogène à visage, main à visage, c'est vrai. Mais il empêche de prix à payer pour nous dériver à ça. Et les dépointes des dormois aujourd'hui, les plantains bananes, ils sont solidaires pour que justement pour cela pas fait, ils ont pensé que la CGT est mort avant février 2016 et que par conséquent, pays ni procès à dormois. Mais nous avons dit la peine pour eux, nous prenons des dispositions et nous avons dit que nous péquons des mots à niveau là ça. Est-ce que syndicalement, la CGT lancée en campagne de solidarité à l'entour, parce qu'à son jour pour 1er mai, je a commencé à parler de ça. Oui, nous, officiellement, là, nous prenons des dispositions, là, nous comprenons qu'il y a passé avec la décision du tribunal là, parce que par rapport à la jurisprudence là, et surtout le refus de des pointes qui a représenté pour 15 000 €. Peut-être c'est ça qu'ils ont acheté pour nous, chiens, pour nous par semaine, 15 000 €, mais pour nous, c'est l'eau. Pour nous, c'est toute en vie, presque. Et donc, nous avons bien dit, et c'est 53 000 €. Donc, quand un camarade a bloqué à 15 978,59 €, tant nous bloqué aussi, nous avons déjà payé 15 000 € en amont, et l'autre camarade là qui part de l'agence compte là, il a déjà payé en somme, plus il versait 2 000 € pour permettre que les malheureux des points pas saisis. Donc,
ça qui est Nico là, nous dit nous qu'à effectivement passer en phase. Phase là, c'est en information, en liste de souscription, et nous qu'à interpeller tout le monde. Nous qu'à interpeller les intellectuels, nous qu'à interpeller tous les élus politiques, ces questions-là. Nous en mobilisation, nous en campagne. Donc, comme on ne peut pas venir dire nous après, il va être au courant. Mais nous qu'à dire ça inadmissible. Qu'au moment où il va construire un Memorial Act, au moment où il va faire anniversaire Memorial Act, qu'il y ait ni un certain nombre d'intellectuels dans le pays là, sa bouche a fermée. Est-ce qu'elle est prête gagner l'auto en 200 ans pour obtenir l'argent là? Il n'a pas gagné l'auto, pas de loterie. Est-ce qu'elle trapper l'argent là pour une donation? Il n'a pas trappé. Il a trappé l'argent là pour la traite négrière, l'exploitation des salariés, des esclaves. C'est si base là sa fortune à construit et il n'a pas fait aussi d'autres raisons qui ça. Donc partant de là, nous en légitime défense à compter de Joda, la CGTG. Donc nous avons une disposition et ça nous a dit, et ça nous a vrai, en parlant de M. Dormois, là le lien fait. Et là on a fait parallèle là volontairement. Nous avons Boug. Bouga 8 fois champion du monde. Il a convoqué Bouga, il a dit pas ni effectif à la police. Il a convoqué Teddy Rineo pour détournement de fonds. Il a été convoqué pour, s'il n'a pas payé impôt, capable s'il n'a pas payé pour fraude fiscale. Détournement de fonds. Et il a laissé Balkany qui fait contrat là, qui signe contrat là, qui dit bon, ou, en tant que grand sportif, ou quoi fait, faut tout butin et nous avons payé. À pas emploi fictif. C'est un contrat en bonne forme de sportif de haut niveau. Et qu'il y a vrai. Toute la pression, peut-être que ça peut peut-être peut-être qu'il peut pas son acte. Eh bien, nous avons aujourd'hui là, eh bien, monsieur Dormois nous a dit, oh, il faut. Il était PDG à sa boîte de beaucoup. On n'est pas PDG parce que tous les Dormois, ils échappé après le mouvement de Mini là. Enfin, ils mettent des Louis Dormois des et Jean-Luc Dormois des et garçon et fille des DAF, directeur des affaires et de financiers, ils aussi ont balancé et Bernadette de Bloc de Fribéo. Dormois nous avons attaqué notre décision, c'est si abus de biens sociaux dans l'entreprise là. Monsieur là, ça, il était PDG entreprise là, il crée une société noire, c'est Louis Dormois Agro Conseil, et il était qu'à payer lui-même. Donc en tant que PDG, il a payé Louis Dormois Agro Conseil pour conseiller, pour qui gérer la SA Bois debout. Ça c'est la gestion de fait, c'est abus de biens sociaux. Et ça nous a dit ça grave, et nous pouvons laisser y passer. Parce qu'il y a trop de magouilles en pays là ça. Trop de monde qui a fait l'appui le bouton, qui a détourné l'argent public, qui n'a pas ni condamnation. Nous faisons grand procès fait, ni 2 ans de ça. Le tribunal trop petit prise, la salle Tarère, à Louis VI. Oh là, nous voyons des grandes entreprises qui étaient dans la location des bateaux de plaisance. Saint-Cyl, pour ne pas nommer yo. Et Stardust, pour ne pas nommer yo. C'est des sociétés là, ça. Eh bien, ils font grand magouille aussi, la défiscalisation. Eh bien, ils sont sortis quasiment vos condamnations au franc symbolique. Alors, pour certains, 50 000 euros, c'est rien. Nous voyons dans le procès qui est capable de concerner, enfin, déjà, l'enquête sur la Seine-Saint-Maur. Directrice à la Seine-Saint-Maur et l'ancien directeur, ils payent respectivement 100 000 euros, 50 000 euros pour sortir en caution pour partir d'arrêter la geôle. Nous ne pas voler. Nous ne pas voler l'habitat pour nous. Au contraire, c'est les patrons qui ont volé nous, les gros patrons surtout. Donc nous avons dit, nous en légitime défense et nous pouvons admettre que Yoké dit la CGTG qui disparaître. Nous avons dit qu'il disparaître parce qu'il est plus que jamais déterminé à l'action. Alors, ça c'est le premier casquette là. Deuxième casquette quand même, où dans course électorale là, il y a une élection qui a vu dans la région. Traditionnellement, qu'on va ouvrir toujours qu'à présenter, qui gens ont présenté les autres années là, ça, dans le combat là, ça, pour les régionales 2015, même si l'objectif à eux, n'a pas de venir président de la région, bah quoi. Si nous, pour nous venir président de la région, faire des travailleurs déjà en mouvement, faire déjà un grand mouvement de masse qu'a fait là. Nous sommes des militants, et à d'autres combats, nous présents sur le terrain au quotidien, mais nous avons dit le terrain électoral, nous ne pouvons pas laisser y passer. Il faut les travailler dans notre discours. Quoi comprendre, depuis hier, il y a parlé nous en chimie qui chirurgie. À en DRH. En chemise qui chire. Air France. Air France. En chemise qui chire. Combien de morts que PDG à Orange, ni si et combien de fois il plairé si sort aller travailler qui mort? Combien de morts qui fait dans les suicides dans le grand centre technopole à Renault, où là des Bougabac plus 20 trouvés en pression permanente, où le travail sans discontinuer. Plus de 10 heures, 12 heures, et pression sur eux pour sortir dernier véhicule là, par rapport à la concurrence. Combien de morts qui n'y dans tous les services, tous les secteurs d'activité, y compris à la gendarmerie et à la police? Combien de morts? Alors, vous pouvez faire des décisions, des fonds chantage à l'emploi, le fait que les syndicats pas marcher, vous pouvez stigmatiser les pilotes pour diviser pilotes et travailleurs. Il n'y a pas trop bon piège là. Vous pouvez lancer un plan social de 3000 licenciements quasiment. Et vous voulez que ça passe tranquillement? Ou quoi, c'est les pilotes qui ont posé problème? 10% des pilotes, tous ceux qui ont pris un plan là. Et nous avons dit, Air France, c'est l'habitude d'ailleurs. Air France qui a licencié mon pour faire du point alors qu'il y a tort à niveau là, ça depuis longtemps. Puis il y a qui décide qu'à licencier, sans pour raison valable. Quelle que soit la cause là, faire du point.
et il a passé. Et c'est ça qu'il faut nous condamner. Alors, ni des trois mondes qui ont pleuré, ça c'est pour le maillot. Mais ça qui a fait triste, ça qui a fait mal. C'est des vrai qu'elle a CGT en grande partie, elle a FSU en grande partie, voté, mené campagne pour justement M. Hollande et M. Valls, et M. Hérault était là avant. Et bien c'est justement pour 100 candidats aux élections. Pour les travailler, il ne faut pas nous tomber en piège là ça. Qui gauche, qui droite, c'est même mitin là. Il faut nous compter si nous-mêmes, si combativité en nous. Valls c'est l'homme du patronat. Hollande c'est l'homme du patronat. Et que Jod là, il s'agit pour travailler à travers les élections, d'être dit et de montrer mécontentement à nous et de poser les jalons pour dire interdiction des licenciements. Air France interdit de licencier parce qu'il a trop de subventions, il n'y a l'argent, il peut pas de l'argent autrement, ça il a fait nous comprendre. Mais c'est ça que nous avons dit. Et nous avons dit qu'il faut augmenter les salaires et qu'il faut passer à l'offensive. Nous, à combat ouvrier, nous solidaires des camarades d'Air France. Et nous avons dit plus que jamais, c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand il est passé là, il y a une série de plans anti-roi de licenciement dans toutes les entreprises, dans les grandes entreprises en France là. Le fait d'une action là, ça, il y a toute cabane derrière pour savoir qui j'aurais présenté à la comité centrale d'entreprise. Donc nous avons dit c'est ça. Au lieu que nous ayons barré la population dans la rue là, au lieu que nous faisons des bêtises qui gravent, moi je dis plus loin. On va plus loin, on va souhaiter ce que ça n'a pas fait. Imaginez qu'un pilote Air France qui a fait exactement ça qui Allemand l'a fait avec la Lufthansa dans l'avion. Imaginez qu'il a dit, il y a licencié, je vais travailler, je vais travailler encore. Eh bien, qu'il a foncé un avion côté nous, boy. Donc, on a dit, plus que jamais, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça pour nous faire, pour laisser la population, quand il n'y a pas de prise d'otage, bien que prise d'otage, nous comprenons à tout moment. Mais nous n'y avons pas fait avec ces messieurs. C'est eux qui doivent être embauchés. Ils ont ni l'argent, ils ont ni les capacités. Au lieu que nous trouvions plus chômeurs, plus SDF, plus moun en misère, moins moun ka cotiser, et donc ni en pension retraite de misère et allocation chômage de misère, et bien justement, faire nous viser. C'est là que nous pas voilà qui ont tous d'ivoire. Nous avons eu l'occasion de parler de ça parce que nous recevrons bientôt M. Philippe Belair pour la CGT Santé. Mais on t'avait posé une question là, puisque dans le sujet tout à l'heure, nous avons parlé de l'hôpital Capester, en savant ou très lié avec Capester, qui j'ai une vraie situation là, ça, parce que c'est l'hôpital qui depuis 2012 à peu près est en chantier, et ça je dis jour à rien pour Robel. Depuis 2008, il y a chantier. 2008 et 2012, déjà, il y a un problème qui est posé. Nous avons rappelé, nous avons avec le Parti communiste à Capester, vous mettez contre ça. La région, là, nous peut dire, là, il a fait bon butin, il a fait bon butin. Il proposait, la ville, il proposait, maire Capester des présidents à conseil d'administration là, 1 euro symbolique pour y avoir un terrain pour te construire. Là encore, il y a cet hôpital là, c'est à M. Dormois en personne. Encore que si point là, ça, nous avons rien à faire parce que, justement, dans l'abus de biens sociaux là, nous regardons qui, genre, et ça boit debout, le personnel de sa valeur pour habitation à M. là, ça en unipersonnel et qui travaille sans ni convention de prêt de main-d'œuvre. Donc, ça aussi, nous en et donc, c'est en subvention déjà à embêter, en capitaliste encore. Deuxième élément qui nie, c'est les magouilles qui fait dans le chantier là, ça. Il y a des entreprises qui coulent quasiment, il y en a de l'autre. Et il y a un chantier qui est ouvert, mais ça n'est pas sûr qu'il est ouvert du tout. Hein. Ça n'est pas sûr que l'hôpital là, ça a ouvert. Donc, les membres en charge des ministres des dernières colonies, il y a M. Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé, et il y a un camarade de CGT qui a interpellé ici ça. Il a dit, il est ouvert en 2013. Eh bien, résultat, réalité là. Et mon camarade a dit, j'espère que vous ne nous mentez pas. Il dit, est-ce que je suis un menteur? Mais les faits qu'a montré qu'ils m'ont menti, qu'ils n'ont pas menti. Donc nous avons dit que tout ça qui est bien pour la population, notamment en hôpital, notamment en dispensaire, notamment tout ça qui le service public, nous pas poser question pour ça, combien ça a coûté pour nous effectivement mettre le prix. Mais seulement l'argent là pour mettre là, il y a exonérer le grand patronat, exonération de charges fiscales, de charges sociales, de biens d'équipement et de toute qualité de l'aide du cabayou. Le grand patronat va payer un pays là ça. Même pour payer les salaires, il va payer à coup de GESPOM. Et c'est eux qui assistent. Et les petits artisans, c'est eux qui payent plein pot. Les petits entrepreneurs, ils vont payer plein pot. Mais ils sont associés avec eux. Ça c'est pour le meilleur moment là ça. Vous ne pouvez pas associer avec des gens qui volent. Donc nous avons dit, c'est pour ça que nous présentons aux élections, pour dire qu'il faut mettre les moyens en place. Pour que nous ayons l'hôpital sérieux entre Bastère et Pointe-à-Pitre, parce que l'hôpital là, ça, avait allé depuis à l'époque à M. Paul Lacavé, il fait de l'hôpital là son exemple, et nous avons dit qu'il est nécessaire des hôpitaux ruraux. Or, la tendance là, c'est la fermeture de tout ça qui est service public dans les secteurs ruraux. Qui bureau de poste, qui donc, même si c'est une privée, la téléphonie, ou quand il y a des hommes à tous les niveaux, dans l'administration. Et ça a prend chemin ici. Et pas oublier quand même qu'Emma Bachelot a été ministre
de la santé, il était dit que si nous n'avons pas réussi à atteindre des objectifs, alors que nous sommes en 400 000 habitants dans le pays là, ça, eh bien, il faut fermer les hôpitaux parce qu'il n'est pas rentable. Donc, nous avons dit, nous attendons pour nous voir parce que personnellement, pas quoi. Nous attendons pour nous voir qui est ouvert, nous disons qui est ouvert. Comme on dit en français, c'est la holésienne. Deux petits mots avant de nous quitter. Baïf, c'était hier. Semaine passée, c'était Capester pour Madlo. En tant que futur candidat aux élections, question de l'eau là pour régler non plus. Qui j'en jure, je crois, oui, cette question-là. Question de là, les responsables, c'est là qui étaient de connivence avec la Générale des Eaux. La Générale des Eaux pompait, il va pomper de l'eau, il pompait l'argent. L'argent a tout mal erré en Guadeloupe. Moi, j'ai envie qu'elle nous mette, tout le monde est candidat et tous les élus, facture de l'eau, vous avez combien de payer comme de l'eau. Parce que c'est ça la transparence. Et donc, nous avons dit que c'est qui est passé la plus grave encore. On va faire le tour des rivières en Guadeloupe. Ils ont enfilé de l'eau qui a coulé là-dedans. Pour des raisons, en sécheresse, qui sans commune mesure, pour une fois, nous avons depuis longtemps. Deuxièmement, les agriculteurs, notamment les planteurs bananes, qui arrosent en permanence. En parlant de pas arroser bananes, mais devant des situations critiques comme ça, il y a des choix à faire. Et troisièmement, un réseau qui, en piteux état, tout le monde connaît ça. Mais il faut nous mettre les moyens tout de suite. La communauté d'Aglo Sud-Bastère a dit, avec canalisation à l'Essainte, plus zonaille, c'est 600 millions d'euros pour y comme moyen. Mais l'autre jour, les politiques étaient en mouvement, ils ont fait entre eux pour y plus l'argent pour faire dotation globale de fonctionnement pour gérer la commune. Mais pourquoi ce pas la population dit mobilisez-nous et qu'elle nous pas qu'à bouger en chimère là, nous pas sortir tant que les moyens pas là, mais ils paient la population, ils paient la mobilisation. Nous pas fait ça. C'est ça nous qui dit, seule façon pour la régler, c'est ça qui a fait à cette marie, c'est qui a fait à Baï. Il faut nous multiplier tout partout parce que c'est inadmissible qu'on paye autant l'argent alors qu'on n'a pas de droit à des robinets là. Merci Jean-Marie Nomertin, merci de venir pour t'éclairer à ces questions-là. C'est pratiquement l'heure de la pub avant de développer le journal. À très bientôt. Okay. Merci. Bonjour, monsieur Théophile. Attends, laisse-moi t'installer, comme ça. Il y a beaucoup de lumière. De vue. Et par rapport au truc, ça fait des reflets quand on est en télé. On regarde la caméra, on voit. Si j'ai pas envie. On va voir quand. Sinon, ça va? Ça va. Ça va être chaud, hein, ces élections. Apparemment. Maintenant, on parle du problème des corps d'école, mais ça existe déjà. Les artistes ont un rôle à jouer dans les élections. Les artistes ont peut-être un rôle à jouer, oui, les artistes ont un rôle. Je ne suis pas politique, mais je dénonce qu'elle soit de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, quand quelque chose ne va pas. Et je constate à travers les dires de M. Nomertin qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qu'il y a des choses qui sont cachées, comme d'habitude, et que c'est toujours, comme on dit dans un adage créole, ravette pas gêne et raison.
Voilà, 13h passées de 4 minutes dans le ZCL et l'information débute. Les autorités françaises vont devoir s'expliquer sur le dossier de la chlordécone, une conséquence directe à la pétition d'Harry Durimel qui a été jugée recevable par l'Union européenne. Un petit séisme dans ce dossier de l'utilisation abusive de pesticides sur notre archipel et de la pollution engendrée. On écoute Harry Durimel, avocat et membre des Verts Guadeloupe. Nous savons que nous sommes tous contaminés. Il y a un taux à partir duquel le rapport Karoui-Prostate a établi un lien de causalité entre le cancer de la prostate et ce taux de chlordécone dans le sang. Nous devons pouvoir savoir, chaque Guadeloupéen, combien de chlordécone on a dans notre sang, puisqu'on nous dit que nous en avons tous dans notre sang, selon l'INSERM. Mais là, c'est encore l'omerta. Vous savez, monsieur Luce, que vous et moi, on n'a pas le droit d'aller dans un laboratoire et de faire un test pour savoir combien de chlordécone on a dans le sang. C'est interdit. Il y a un médecin qui vit en Guadeloupe depuis une trentaine d'années, qui se sent contaminé, qui a porté plainte et à qui même le juge interdit, même le juge qui a prononcé un non-lieu récemment dans cette plainte, refuse de faire examiner ce monsieur pour voir combien de chlordécone il a dans le sang. C'est un médecin, il sait de quoi il parle. On lui dit c'est pas la sclérose en plaques, ça ressemble à un truc lié à des pesticides, mais on n'a pas la preuve. Il dit mais testez-moi, on saura combien de chlordécone j'ai dans mon sang. On lui dit niet. Interdit de savoir, circuler, il n'y a rien à savoir. Moi, je crois que c'est un combat que les Guadeloupéens doivent mener. Un combat pour la vérité. On a le droit de savoir. Le droit à la santé, d'après moi, commande qu'on puisse aller tester combien de produits nocifs qu'on a dans son sang. Moi, je ne comprends pas comment, en Guadeloupe, on accepte d'être interdit de savoir combien de chlordécone on a dans le sang. Et les élus à qui je parle de cela se disent également très surpris. Mais personne ne bouge parce qu'en Guadeloupe, on a tendance à vouer une telle confiance à l'État français que les gens disent sur les marchés nous disent mais non Harry, l'État peut faire nous ça. Pourquoi dit l'État qui fait nous ça? Mais ce n'est pas que l'État nous fait. On a déjà compris que l'État est dépossédé de la souveraineté sur le territoire et que c'est les multinationales, les lobbies qui imposent leur réglementation. Et c'est parce que les lobbies sont tellement puissants qu'ils ont pu faire des ministres signer des dérogations pour pouvoir vendre du poison à grande échelle. Donc c'est dire la puissance de ces lobbies. Mais rien ne résiste à un peuple. On a vu les lobbies, je prends l'exemple de la Grèce, encore tenter de dire aux gens de désavouer quelqu'un qu'eux-mêmes avaient élu, et les gens disent niet, nous voulons cet homme et nous voulons qu'ils vous disent non. Et bien là aussi, si les Guadeloupéens se mettaient debout, si on était une centaine seulement de Guadeloupéens à aller à l'ARS et demander le droit pour nous-mêmes de tester notre sang et de savoir combien de chlordécone on a dans notre sang, je pense qu'on ne pourrait pas nous refuser ça. Un simple échantillon de sang. Malheureusement, quand on fait des réunions pour sensibiliser sur le chlordécone, quand on regarde dans la salle, on a l'impression que c'est 70% de touristes ou de gens de passage, et c'est dommage que ce soit ces gens qui sont plus soucieux que les Guadeloupéens résidents de l'environnement du pays et de ses impacts sur la santé. Donc je profite de votre antenne pour lancer cet appel aux Guadeloupéens. Mobilisons-nous pour exiger le droit de savoir. Le droit de savoir combien de poisons qu'on a dans notre sang. Vous avez le droit de savoir. 13h08 dans le ZCL, Harry Durimel qui sera bientôt notre invité. Céline, nous aurons l'occasion d'aller un peu plus loin sur cette question. Alors, on va prendre une petite pause. Musicale, pause en l'occurrence. Musicale, avec Ronnie Théophile, Théo pour les amis. Ronnie Théophile qui a sorti l'année dernière cet album que tout le monde connaît déjà, que j'appelle Couleur Crayon. Et avant, il y avait eu Cœur Caraïbe. Alors, le spectacle qui a dû dire ce soir, Couleur Crayon ou Cœur Caraïbe? Ce sera Couleur Crayon et Cœur Caraïbe à la fois, puisque Yote Yofé nous sait. Couleur Crayon, Cœur Caraïbe, bonjour tout le monde. Yote Yofé nous sait ce que nous sommes dans la Caraïbe, le métissage, ceux qui sont les opprimés qui sont arrivés en bateau, les oppresseurs qui les ont accompagnés, ceux qui sont arrivés à côté, les Indiens, etc. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes un mélange de races. Un patchwork. Voilà, patchwork. Le mot est très joli. Et je dis aussi, nous sommes une Caraïbe aux voix multiples et nous parlons du monde à travers nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes riches et nous sommes forts. Nous avons plein de choses en nous que nous devons extérioriser. Notre culture est très large, notre histoire est elle belle et avec tout ce que je viens d'entendre, elle continue d'être belle et je sens qu'il va y avoir des échauffourées. Donc c'est ça qui fait justement l'originalité de notre île parce que nous avons toujours été des gens qui partons devant pour pouvoir nous battre et donc
cette Caraïbe, cette histoire que nous avons a fait que nous avons une très belle culture. Et ma foi, nous avons plusieurs rythmes sur nos tambours, plus Biguine, Mazioka, etc. Mais c'est ce que j'ai envie. Vous êtes un beginner, un gros cailleur, un amuseur, un ambianceur. Je suis on est toutes ça payant, moi produit, moi mais voilà. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir plusieurs rythmes sur notre tambour, on a la chance d'avoir la biguine, le zouk, etc. Nous sommes riches. Nous n'avons rien à envier à quiconque. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire dans ce concert, avec les danseurs qui sont avec moi, avec toute l'équipe de musiciens qui m'accompagnent. Ce que j'ai envie de dire, que la Caraïbe est à la fois en Guadeloupe, et aussi la Caraïbe est dans la Caraïbe. Mais chez nous, nous avons tout. Il suffit de prendre la route principale, pointe de Pointe-à-Pitre, et puis on remonte la rue. Et on écoute, on ferme les yeux, on écoute. Oui. Vous écoutez, vous fermez les yeux, vous faites conduire, par exemple, et vous laissez le porte-vous, vous fermez les yeux. Mais vous passez du zouk, etc. Le temps d'arriver jusqu'au port, vous avez voyagé. Alors justement, pour ce concert, il y aura beaucoup de couleurs, beaucoup de monde, beaucoup de styles, mais je crois savoir que vous êtes très perfectionniste aussi. Alors comment ça s'orchestre, tout ça, ce melting pot? Je crois qu'il y a des réputations organisé. Non, j'ai une bonne équipe qui travaille avec moi, mais c'est vrai que je suis très perfectionniste. C'est vrai que j'aime bien les choses à droite. Je m'occupe même de tout, même voir du maquillage de personnes. Et des fois, parce que... Ah oui, jusque-là. Jusque-là, oui. C'est tout ça. Même du mari. Même du mari. Oui, aussi. Oui. Aussi, même du maquillage, il faut que les choses, moi j'aime le beau, le bien et le bon. Le beau, le bien, oui, et le bon, parce que il faut donner ça au public. Quelqu'un qui achète un ticket ne vient pas pouvoir voir une autre personne peut-être habillée de la même manière. Bon, écoutez, ça vaut la peine. Ça, c'est ma conception. Maintenant, moi, je suis là pour vendre du rêve, parce qu'un artiste est là pour vendre du rêve, pour permettre aux gens de s'évader. Quand on entend justement tout ce qui vient de se passer, quand on vient à un spectacle, on vient pour parler d'autre chose. Des fois, on peut, dans un spectacle, tourner le difficile en ridicule, mais c'est des fois une boutade pour juste signaler, attention, ça existe aussi. Et mais ce sera ça, ce concert. Ce sera tout un panel de ce que nous avons chez nous. Yoté, fait, nous sait ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils nous ont laissé. Et voilà ce que nous sommes aujourd'hui, tant dans notre musique que dans nos mœurs et nos mœurs et nos coutumes. Parce que bon, ils n'ont pas laissé que de bonnes choses, hein, mais que ça fait ces mauvaises choses qui sont peut-être moindres chez nous, font aussi ce que nous sommes. Le dernier concert que j'avais vu de vous, mais c'était il y a quelques années au Centre des Arts. Vous chantiez en haïtien. Vous parliez en haïtien. À telle enseigne, quelqu'un qui était pour nous a dit, mais monsieur sont haïtiens. Ah mais non, je chanterai sûrement en haïtien. Peut-être que je parlais parce que le public aime ça. Ils adorent m'entendre parler haïtien. Et même les haïtiens. Vrai, Et même les haïtiens me disent, mais dis parlez pas là avec les haïtiens même. Mais cette fois, je parlerai même en bambara cette fois. Je chanterai en bambara pour bien comprendre les choses. Il y aura du bambara, il y aura la Caraïbe après tout ça. C'est une histoire. Ouais. On va partir, on va décoller, on va voyager, on va rire, on va peut-être pleurer pour certains, parce que des fois, il y a des gens qui ont la corde sensible sur telle ou telle chanson ou façon de dire les choses, mais je pense qu'on va passer un agréable moment. Combien de personnes sur scène ? Alors, s'il faut compter 14 danseurs, 14 musiciens, plus Ronnie Théophile, plus invités, ça fait, on va dire, une trentaine. Une trentaine ? Pendant combien de temps ? On va dire entre parenthèses 2 heures, mais en fait, ça ne dure jamais 2 heures. Sans compter les rappels. Voilà, ça va durer autant alors. Moi, je suis généreux, j'ai un grand cœur, donc je veux que les gens soient heureux. Et voilà. Et justement, sur les invités, est-ce qu'on peut en dévoiler quelques-uns ou est-ce qu'il y en a qui vont être surprises ? Il y a les pommes cannelle, il y a donc de la Martinique, il y a, mais on peut le dire, Ophélia qui sera là aussi. Ophélia sera là. Ophélia sera là. Le clin d'œil à la Dominique. Le clin d'œil, avant même que la Dominique n'ait subi cet incident, hein, je parlerai d'incident, cette catastrophe, parce que c'est pas un incident, c'est une catastrophe, parce que bon, c'est une petite île quand même. Et j'avais déjà pensé à la Dominique et à Ophélia, et voilà que ça arrive, c'est que il fallait le faire dès le départ. Oui. On a peut-être... Il y a un clin d'œil sur Haïti, je repose Il y a la question. toujours le clin d'œil sur Haïti, parce que je ne passerai jamais à côté de Haïti, parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté haïtienne, la musique haïtienne a beaucoup fait pour Ronnie Théophile, puisque comme je l'ai dit et je répète souvent, j'ai travaillé avec Fantôme, j'ai travaillé avec d'autres artistes haïtiens, j'ai eu l'occasion de représenter
représenter Haïti au Festival de la Francophonie, de représenter Haïti aux Bahamas et de ramener des prix, des titres pour Haïti, Best Male Voice of the Year, la meilleure présentation artistique, meilleur artiste, enfin, etc. pour Haïti. Ils ont fait, le peuple, la musique haïtienne, la culture haïtienne a vraiment porté, a vraiment, comment dirais-je, participer grandement, pleinement à ma carrière. Et c'est grâce à Essence, grâce à cette culture haïtienne, à cet orchestre haïtien que je fréquentais, que j'ai pu faire les scènes comme Essence Magazine, que j'ai pu chanter dans Central Park, etc., etc. Donc on ne peut pas oublier le bien qu'on vous a fait. Et c'est normal, il est normal que je leur rende cet hommage chaque fois que et tant que je pourrai le faire, je le ferai. Alors, il y a ce spectacle que vous faites, c'est le 10, mais quelquefois, on vous voit aussi à Paris. On me voit aussi à Paris. Il est partout. Je suis partout. On me voit aussi à Paris. J'étais au Bataclan dernièrement, puis je fais pas seulement à Paris, je fais la Tunisie. Oui. Mais là, je ne vais pas y aller tout de suite, hein, parce qu'on va attendre que tout soit bien rangé. Ça se calme un peu, oui. Parce que arriver à la télé nationale tunisienne et faire danser des Tunisiens, ça dérange un peu, donc on va attendre. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous fait avancer, Ronnie Théophile? Où est-ce que vous puisez cette énergie? C'est le fait de porter un message, ça vous porte aussi justement? Le fait de porter un message et intrinsèquement, ouais. Oui, le fait déjà de porter quel message? Est-ce que je porte un message? Oui, peut-être d'autres personnes qui comprennent que je me bats pour que perdure une musique qui a été quelque peu mise de côté à un certain moment pour des consonances bâtardes venant d'ailleurs, mais il fallait se battre pour ça. Et puis ce qui m'a poussé, je le dis encore, c'est quand j'avais vu cet orchestre de Japonais interprété dans Central Park, Sepameg, La Rue Zabim, je me suis dit, il fallait, et on avait déjà le cœur, des palpitations, mais après c'était plus que des palpitations, je me sentais suffoqué, j'ai dit non, il faut absolument que je sorte la tête de l'eau, et il fallait le faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Begin. J'ai commencé ici avec le Café Créole, et c'était avec Jean-Max Mianval et l'équipe Guy Jacquet, et j'ai continué, Jean-Max continue avec l'instant Begin, et ma foi, ça veut dire qu'il y a une demande, qu'il y a des gens il y a quelque chose, ils ont envie de revenir, et puis une façon de dire que voilà ce que nous ont laissé. D'autres sont venus, d'autres musiques sont venues, ont essayé de prendre la place, mais il y a un adage créole qui dit maman qui a toujours été maman. Eh bien, c'est cela, c'est ce que j'ai envie de dire. Il y a un retour quand même, il faut le dire, il y a un retour à la Begin. Tout à fait, il y a un retour, parce que si nous n'avions pas inculqué cela, n'avions pas poussé, les gens on serait passé peut-être à côté de quelque chose. Il y a un retour, et c'est important parce que partout, je vais prendre un exemple, peut-être que je dirais pas bousculer ou froisser quelqu'un, mais il m'est arrivé en prenant l'avion, comme vous l'avez dit, je reviens ici, et que d'entendre à l'aéroport toute autre musique excepté celle de mon pays. Et je me dis, mais tiens, je suis où? Je sais que je suis en Guadeloupe, puisque sur le billet, c'est écrit direction Pointe-à-Pitre. Mais quand je débarque dans d'autres pays, dès que j'arrive, même si je ne sais pas, tout de suite, je sais où je suis, parce que je vais entendre la musique nationale du pays où on fait cette musique. Ou alors à Trinidad, on va entendre tout de suite du soca, du calypso, on va entendre ça. On sait qu'on est dans le pays. Pourquoi est-ce que chez nous, il faut que j'entende Rob Up with Devil? Je ne suis pas contre, ou alors je ne sais pas, ou autre. Oui, mais on est chez nous, nous devons avoir cette couleur qui nous est propre, qui nous appartient. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons le cas et le gros cas. Nous avons le gros cas, nous avons la Begin. Bon, si, ouais. Je ne suis pas contre, puisque je chante d'autres musiques, puisque je chante toute forme de panel. Mais il est important d'être bon maman avant mauvais belle-mère. Tout à fait. Voilà. Rendez-vous donc le 10. Samedi. Ah oui, samedi. Il paraît que les tickets s'envolent déjà. Paraît-il. Oui. Donc, il faut me voter mon avis. Il n'y aura pas un deuxième, non? C'est un one shot. Je ne sais pas. Ça, c'est toujours le public qui demande. Vous savez, généralement, c'est le public qui décide. Et puis, j'aimerais passer aussi ce message. Je ne pourrais pas satisfaire tout le monde parce que les gens, ils m'arrêtent dans la rue. Est-ce que vous allez chanter ça? Est-ce que vous allez chanter ça? Il faut chanter ça? Non, ils disent pas est-ce que. Il faut chanter ça et j'attends cette chanson-là, etc. Sinon, on sera là. 2 heures, ça fait combien de chansons à peu près?
on va dire une quinzaine, vingtaine de chansons, mais il y en a toujours en plus, parce que j'ai toujours envie de faire plaisir à tout le monde. Donc, quand il m'arrête dans la rue, est-ce que vous allez chanter ça? Il faut chanter ça. Je suis venu pour cette chanson-là, mais on va faire. La prochaine fois, je ferai un concert. Et alors, avant ça, je viendrai donc ici et je dirai, écoutez, proposez, dites les morceaux que vous voulez. Et à ce moment-là, je chanterai, mais on commencera à 5 h du matin. Et on finira. On a pris note, en tout cas. Point le rendez-vous, donc, je rappelle, si je pas au moins ces derniers-là, il y a quelque chose déjà en préparation. Hein? Oui, il y a quelque chose déjà en préparation pour. Je travaille déjà sur l'autre, mais il y a quelque chose qui va sortir. Oui. Et c'est avec Malavoie, Matébis. Et bientôt, au mois de novembre, hein, ça va être dehors. Non, on aura l'occasion peut-être de vous revoir pour Matébis. Oui. Pour Matébis. Merci Oni Théophile et puis rendez-vous à Canal 10. À ce spectacle du 10. 20h 20h. Et comment ça allait? Toujours. C'est toujours les autres qui me disent on va attendre un petit peu. Oui. Parce que moi, je suis debout devant mon micro en main, j'attends plus qu'on m'annonce. Maintenant, on me dit attends un petit peu, donne-nous 10 minutes parce qu'il y a encore. Il n'y a pas de souci. On sait que de toutes les manières, nous sommes. Non, j'aime pas dire ça, que nous sommes jamais à l'heure, c'est pas vrai. Moi, j'essaie de travailler au maximum. Okay. Mais enfin bon, 20h samedi, et puis j'espère, nous allons passer un excellent moment comme d'habitude. On va rire, on va chanter, on va danser. Je vais essayer de donner... Déstresser un peu. Déstresser et puis donner tout ce que j'ai à l'intérieur. Merci pour le public que j'aime. Et à samedi. La suite, Céline, avant de recevoir tout à l'heure Fred Le Breton pour ce gros bouquin, ce pavé, sur le député. Je ne sais pas s'il est mort d'ailleurs. On parle santé. L'hôpital de Cap-Haïtère-Belle-Eau verra-t-il enfin le ciel s'éclaircir alors que l'établissement devait ouvrir ses portes en 2012? On parle désormais d'une mise en marche début 2016. Alors pour voir le jour, le projet a dû être modifié au cours des mois suite à la demande de l'État. Il a fallu voir moins grand et surtout moins cher. Hier, une visite du CHCBE, son nom, a été l'occasion pour la direction de faire le point. Voyons ce reportage signé Nicolas Hachi et Nicolas Aglas. En soi, cet hôpital, c'est une nouveauté, puisque lors de la visite, vous avez bien pu vous rendre compte que nous avons fait de gros efforts sur donc la qualité de l'accueil. Nous avons des chambres individuelles, des chambres qui comptent également un outil, donc un terminal multimédia, qui permettra autant aux usagers qu'aux professionnels, n'est-ce pas, d'être efficaces, de rechercher l'efficience dans leur action. Les plus gros travaux sont déjà réalisés, puisque nous avons une centrale de climatisation qui est totalement finie. L'ensemble des équipements électriques sont posés. Vous voyez vous-même que les enrobés sont faits. Donc cette semaine, nous aurons finalisé totalement l'ensemble de ces enrobés. Et ensuite, reste... C'est vrai, une problématique de charpente que nous avons réglée d'ailleurs avec le bureau de contrôle avec lequel nous nous sommes entendus sur les travaux à faire. Donc ces travaux seront faits au cours du mois d'octobre et novembre pour se terminer pour la fin du mois de novembre afin que nous puissions espérer faire la réception en dernier de ces travaux et demander le passage des différentes commissions de sécurité, d'accessibilité et commissions de conformité. Le principe d'entrée dans la fonction publique, c'est le concours et donc bon nombre de concours ont déjà été réalisés. Les candidats ont déjà été choisis et donc ils n'attendent plus que le moment ou le jour où nous aurons la possibilité de transférer nos activités. Donc ces personnes seront évidemment sollicitées pour regagner leur poste puisqu'ils ont été attributaires suite au concours. Bien, c'est-à-dire que quand nous allons transférer notre activité de l'hôpital du Bourg vers celui de Saint-Sauveur, nos budgets seront adaptés à notre capacité d'accueil. Donc les équilibres budgétaires se feront tout naturellement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter davantage et puis les discussions budgétaires avec nos autorités de tarification, je vais parler de l'ARS et du conseil départemental, se passent toujours très bien. À partir de là, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Alors comme je le dis, nous on l'espère vraiment que ce sera en janvier 2016.
Les actions de l'APA-EI de Marie-Galante ne sont plus à démontrer, à la fois institut médico-pédagogique, centre de réinsertion et d'accueil des personnes en situation de handicap. L'association s'est largement développée depuis sa création en 2009. Un centre de ressources d'autant plus précieux qu'il offre des perspectives à Marie-Galante qui souffre à certains égards, on le sait, de désertification des services de santé. Pour accompagner les actions de l'APA-EI, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a signé une convention pluriannuelle d'objectifs. On regarde les détails avec ce sujet signé Charlie Dagonia. D'objectifs et de moyens, donc ce sont des objectifs d'amélioration de la prise en charge des enfants et des adultes handicapés, et puis également des objectifs pour l'association de soutien financier spécifique par rapport à ces projets. Donc là, je crois que j'ai souhaité venir à Marie-Galante rencontrer la PEI parce que c'est une association qui développe beaucoup de projets pour l'intégration des personnes handicapées sur Marie-Galante, et puis qui a aussi une vocation de participer au développement économique de l'île. Et c'est vraiment notre objectif, c'est-à-dire qu'il y a la prise en charge des enfants et des adultes handicapés, mais il y a aussi la participation au développement économique avec l'établissement d'aide par le travail que l'association gère, et puis d'autres projets encore qui nous intéressent par rapport à l'insertion des jeunes, et notamment des jeunes qui ont des soucis d'addiction. Il est clair qu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens permet à notre association d'avoir des moyens figés pour travailler sur le long terme. Le fait d'avoir des budgets annualisés ne permet pas d'avoir de perspective au long terme. Avec un contrat, la donne a changé. On a une vraie capacité financière qui est sécurisée, et surtout ça nous donne une marge de manœuvre pour pouvoir investir autrement, puisque c'est un des objectifs des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Donc beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de visibilité quant aux orientations à poser pour l'avenir. Je pense que de toute façon l'autorité de tutelle tarification n'aurait pas fait le choix de contractualiser avec nous si tant est que nous n'avions pas démontré par le biais des projets que nous mettons en œuvre qu'il était possible, que notre association en tout cas avait les reins suffisamment solides pour pouvoir envisager d'autres types de projets à mettre en œuvre sur un territoire comme Marie-Galante. Il faut rappeler aussi que pendant de nombreuses années, Marie-Galante a été un désert médico-social. Donc il y a du rattrapage structurel à faire, et en termes de qualité de prise en charge au profit des personnes en situation de handicap. Donc je pense que c'est ce travail qui est reconnu, et de toute façon la volonté du législateur aujourd'hui, c'est de doter les associations de moyens pour assurer la pérennité des activités qui sont mises en œuvre. Aujourd'hui, pour nous, c'est le cas. Donc on ne peut être que particulièrement satisfait. Voilà, on va continuer un petit peu avec les infos. Aider les entreprises guadeloupéennes à s'exporter, cela s'avère plus que salutaire tant on sait que les marchés caribéens de proximité restent très difficiles à conquérir pour nos sociétés. Hier, les services de l'État, la région, à travers son bras armé pour l'export Guadeloupe Expansion, ont signé un plan régional pour l'internationalisation, attention, il faut savoir le prononcer, des entreprises. Il s'agit en réalité d'une déclinaison du schéma régional préexistant en la matière. L'idée à travers ce document est de parvenir à des objectifs chiffrés et planifiés. Alors ce plan régional, y suffira-t-il? Élément de réponse avec ce sujet signé Nicolas Hachi avec Yanis Pequigno. On est parti d'un constat. Aujourd'hui, le constat, c'est que les échanges internationaux de la Guadeloupe sont déséquilibrés. Nous avons trop peu d'exports. Monsieur le ministre de l'économie. On est parti d'un constat. Aujourd'hui, le constat, c'est que les échanges internationaux de la Guadeloupe sont déséquilibrés. Nous avons trop peu d'exports. Et pourtant, c'est une opportunité sur le plan économique et notamment sur le front de l'emploi. Et il nous faut saisir cette opportunité. L'État prendra toute sa part aux côtés de la région et de l'ensemble des partenaires signataires de ce plan. L'État apportera son expertise, mobilisera aussi des aides à l'export à travers les produits offerts par BPI France et l'Agence française de développement, et je dirais aussi soutiendra les entreprises exportatrices à travers les crédits que le ministère des Outre-mer met à disposition de Business France pour ce faire. Voilà tout le sens de ce plan, c'est tout faire pour améliorer le volet international de nos entreprises, et en la matière, comme je dirais dans tous les domaines, eh bien, l'union fait la force, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitions vite formaliser, concrétiser les choses à travers ce plan régional
pour l'internationalisation des entreprises. Nous avons une obligation juridique qui a été d'ailleurs presque sanctifiée dans un texte important le 7 août dernier, qui fait obligation à la région d'avoir un schéma régional de développement économique pour l'internationalisation et l'innovation. On avait déjà commencé il y a très longtemps. Et nous avions passé une convention régionale pour l'internationalisation des entreprises. Maintenant, on le décline en plan, un plan régional d'internationalisation des entreprises, un PRIE, comme on dit. Pour le moment, il y a à peu près une centaine d'entreprises qui exportent dans la Caraïbe et ailleurs. Donc il faut tout faire avec des objectifs chiffrés sur les 5 ans qui viennent, secteur par secteur et presque produit par produit et produit pays. Donc chaque produit a peut-être plus de chances d'être vendu sur un territoire qu'un autre. Donc il faut avoir recensé ça. On l'a fait. Donc j'aimerais que nos amis de la Caraïbe comprennent que nous attendons la même chose, la même bienveillance, la même fraternité, la même sœurité, parce qu'il parle de sisterhood et de brotherhood. Nous aimerions avoir la même chose. Aujourd'hui donc, l'internationalisation était une occasion de dire tout et dans tout, il faut un global pour que nous allions plus loin dans le bassin caraïbe. Voilà, 13h30 tout juste dans le ZCL. On prend une page de pub et on revient avec Monsieur Le Breton pour un roman. Tuer le député. I shot the sheriff. Ça me rappelle un peu la chanson de Bob Marley. À tout de suite. Voilà, il est 13h36 dans le ZCL et on reçoit donc un auteur, Fred Le Breton, bonjour. Bonjour Danick, bonjour Céline. Bonjour. Il a écrit cet ouvrage qui pèse, un pavé, il y a tous les sens du terme, hein, Céline. Alors ça s'appelle Tuer le député. Alors on va décrypter parce qu'on voit tuer le député en bleu, blanc, rouge. C'est pas un hasard, il va expliquer. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit en bas? Un avion d'Air France qui a craché, qui est en train de brûler. Bien, alors Fred Le Breton, votre ouvrage, c'est un ouvrage fictionnel, bien sûr, c'est un roman. C'est un roman, disons cela, mais c'est essentiellement basé à partir de faits précis. Et déjà, quand souvent les Guadeloupéens regardent la couverture, ils se disent un avion dans la forêt, mais c'est pas Bitadé là, pas tenir Boeing qui est tombé. Et tout de suite, les gens situent déjà le cadre. Et en fait, c'est pas fait par hasard. Hein. Ce n'est pas un hasard. Oui. Et donc, vous êtes appuyé sur des faits tellement réels qu'on n'a pas de mal à décrypter la réalité. Alors, Céline qui n'a pas encore lu le bouquin va vous poser des questions comme ça, tout naïvement, de manière à ce que le lecteur qui n'a pas encore lu, qui devra lire cet ouvrage, je vous le recommande, comprenne un peu de quoi il s'agit. Alors déjà, le titre qui interpelle « Tuer EZ le député », point d'exclamation. Alors, moi j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une forme d'enquête derrière ? Tout à fait, c'est une enquête. En fait, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont, peut-être à la cantonade, mais peut-être aussi avec des arrière-pensées bien définies, ont voulu la suppression d'un homme qui était gênant. Politiquement gênant, socialement difficile, sentimentalement exigeant. Donc il y a eu un certain nombre de personnes qui avaient peut-être intérêt à sa disparition. Et donc dans cet ouvrage, au fil des 6 derniers mois de sa vie, on verra quelles sont les différentes intrigues. Alors évidemment, il y a plusieurs entrées. Oui. Et quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'affaire va lire ça comme un très bon thriller et dire c'est captivant parce que c'est haletant. Et quelqu'un qui au contraire a eu vent d'un accident d'avion en 1962 va dire ah ouais mais bon d'accord c'est l'accident d'avion député ouais je vois à peu près qui les autres personnages et au fur et à mesure ils vont essayer de décrypter alors souvent comme par coquetterie journalistique, j'ai changé, plutôt coquetterie romanesque, j'ai changé les patronymes et les toponymes. À peine. Je vais donner un exemple très simple. On peut décrypter un peu. Alors, le député en question s'appelait Justin Cataillé, et dans le roman, il s'appelle Justinien
Qui coupe. Kataye en créole, Kataye c'est coupé, ça s'appelle qui coupe, entre autres. Et donc ça se passe non pas en Guyane comme on aurait pu le penser, mais en Maroni. Alors le Maroni... Oui, le fleuve Maroni, voilà. c'est à quoi on songe. Et une partie de l'intrigue, parce que l'intrigue c'est superposé, c'est deux histoires parallèles. Une autre partie se passe en Angola. Aspira, Angola. À côté de l'Agnès, il y a le Palais. Bon, donc c'est-à-dire qu'on va décrire la vie de ce député, de ce parlementaire, les conseils qu'il va recevoir. Il y aura même un corbeau, un petit peu comme dans Gorge profonde, quelqu'un qui va lui donner des conseils, et c'est les faits qui nous ont été rapportés. Et donc, on verra toutes les peurs, toutes les angoisses de ce héros. Et pourquoi avoir choisi cette thématique et partir de ce fait réel en particulier, pas d'un autre, par exemple? Pour ne rien vous cacher, j'étais journaliste d'investigation. J'étais journaliste d'investigation, et c'est vrai que j'ai fait quelques bonnes années à l'époque. Et donc, sur la fin de ma carrière bancaire, je me prépare à retourner à mes anciennes amours. Et donc, j'ai enquêté. En fait, l'origine de cette affaire, c'est que lors du 50e de l'accident d'avion à DE, il y a un des intervenants qui avait parlé de faits troublants. Il a même évoqué la raison d'État. Et je me suis dit, la raison d'État, qu'est-ce que c'est? Je me suis renseigné, je me suis informé, je dis quelle pourrait être ma contribution à la manifestation de la vérité. Mais justement, vous étiez journaliste, vous aviez... pourquoi ne pas écrire justement une enquête journalistique, et pourquoi romancer, par exemple? Parce que c'était trop sensible et que vous avez, quelque part, vous avez préféré romancer l'enquête Sur certains aspects, c'est encore secret confidentiel. Donc, tous les documents n'ont pas encore été rendus publics sur cette affaire. Voilà, il faut demander des dérogations si on veut accéder au fonds de Jacques Faucard, par exemple. Donc, je vais très régulièrement aux archives nationales. J'ai fait des archives départementales, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Vous avez trouvé des choses intéressantes sur cette affaire? Parce qu'il faut le dire, on va le dire au public. En 62, l'avion qui emmenait en Guadeloupe et en Guyane Justin Kataye et Albert Béville a craché mystérieusement à DE. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si réellement c'est un accident volontaire, enfin créé, ou s'il y avait une bombe dans l'avion. On parle de ce fameux cercueil vide ou qui aurait eu une bombe à l'intérieur. Et pendant longtemps, on s'est interrogé sur le fait que Justin Kataye, qui était un autonomiste guyanais, et Béville, qui est un autonomiste guadeloupéen, tous les deux revenaient au pays avec les intentions de monter au créneau politiquement. Et à l'époque, le gaullisme représenté surtout par la main de Faucard, Jacques Faucard, qui est d'origine guadeloupéenne, qui était l'homme à tout faire du président de Gaulle de l'époque, aurait, paraît-il, enclenché un système. Voilà. C'est ça un peu l'histoire réelle qu'on retrouve à certains niveaux dans ce roman, parce que c'est quand même un roman, il y a une intrigue, je ne vais pas tout dévoiler, et le roman, il est bien documenté. Il est fouillé, il y a comme je vous l'ai dit, une investigation qui est très précise, il y a des faits qui sont vérifiables, il y a quand même la part de l'auteur pour un petit peu enrober, enjoliver quelques passages. Mais c'est... alors, pourquoi ne pas faire effectivement une biographie? Il y a encore certainement des personnes impliquées dans certaines situations qui sont encore vivantes. Donc, pour préserver leur anonymat, on préfère s'en tenir là. Oui. Et vous irez en Guyane présenter le roman? J'irai en Guyane présenter le roman. Je suis attendu. Déjà là-bas? Là, tout à fait. Parce que c'est le premier roman qui relate cette affaire. Et c'est ce qu'on appelle un roman à clé, en fait. Les personnages sont transparents, il faut le dire. Qu'on connaît l'histoire. Qu'on ne connaît pas l'histoire, c'est vrai. C'est un thriller, mais c'est un thriller politique, on va dire. Oui. Plus politique que social ou romanesque. Bien sûr, il y a des histoires de cœur. Enfin bon, il y a un homme dans l'affaire. Mais ça va vous intéresser, Céline. Alors, ce roman, alors vous êtes basé sur les faits réels. Vous avez pris combien de temps pour faire ce travail d'investigation et de rédaction? Très honnêtement, j'ai pris 3 mois
pour rédiger 3 mois. 3 mois. Faire 470 Mais pages. j'avais quand même déjà un petit peu réfléchi à la matière. C'est comme actuellement, je suis en train de réfléchir à mon prochain ouvrage. Je réfléchis, je me documente, etc. Qui c'est qu'on va tuer dans le prochain moment? Vous le saurez à la prochaine émission que vous allez m'inviter. Donc, après, il y a tout le travail de relecture, de pré-lecteur, etc. Bon, bien entendu, de qui prennent stylisation leur temps. aussi, parce que c'est bien écrit, c'est bien écrit, il faut le dire, c'est agréable et ça se laisse lire facilement et c'est haletant, quand on n'a pas toutes les clés, on comprend après. Alors, donc, vous êtes parti pour l'écriture romanesque, ça y est, vous avez quitté le journalisme et l'investigation, vous êtes parti dans le romanesque? À dire vrai, j'avais écrit déjà à une époque sur les 50 pages géométriques. Oui. J'avais également fait un ouvrage. Ah non, j'avais fait. J'avais fait un ouvrage de taille sur l'octroi de mer, 400 pages, et mon tapuscrit a été refusé partout. C'était trop technique, les éditions là-bas ne sentaient pas l'intérêt de publier sur l'octroi de mer. J'ai fait des conférences, je publiais de temps en temps dans le quotidien, mais ça n'est pas passé. Donc ça, c'est mon premier ouvrage publié et diffusé. Et donc il y a autre chose? Il y a d'autres choses. Il y a aussi beaucoup d'intrigues intéressantes qui méritent à ce qu'on se penche dessus. C'est vrai que on a parfois des informations, et vous, journalistes, vous donnez l'information brute. Derrière, quand on se donne du recul par rapport aux événements, par rapport aux faits, on peut faire un certain nombre de rapprochements par rapport à des éléments qu'on n'avait peut-être pas forcément sur l'actualité. Et justement, je serais curieuse de savoir un petit peu le regard que vous portez sur le journalisme ici en Guadeloupe. C'est vrai qu'on dit souvent que les médias sont assez lisses, enfin à part certains bien sûr, mais comment vous voyez un petit peu le traitement de l'info ici? Est-ce qu'on manque de journalistes d'investigation, des vrais journalistes d'investigation? En fait, il faut qu'il y ait des journalistes événementiels sur le fait d'actualité. Sur le factuel. Sur le factuel. Il faut qu'il y ait d'autres qui soient beaucoup plus en recul. J'ai été souvent dans la presse hebdomadaire et c'est vrai que j'étais en relation avec un ami qui était à la radio et donc nous étions sur le même coup mais on se partageait les scoops. Et l'hebdomadaire, le mensuel, a beaucoup plus de recul pour prendre de la hauteur de vue, pour savoir comment gérer et faire digérer une information dans son contexte. Voilà, bien écoutez, il y a une signature de prévue, on pose toujours la question. Alors, nous allons faire une signature à la librairie antillaise de Desquelan à la fin du mois et l'information sera communiquée très bientôt. En principe, il devait y avoir le salon du livre 27-29. Vous l'annoncez, il est reporté probablement au mois d'avril, sinon plus loin. Alors, sinon, si vous ne l'avez pas encore, Ibrahim Michel, essayez de l'avoir ce bouquin et de le lire surtout et d'en discuter et probablement Monsieur Le Breton faire une conférence après, quelque chose, j'avais prévu quelque chose? Alors normalement il est prévu des conférences dans des médiathèques et des bibliothèques, surtout des rencontres avec les lecteurs, parce que ça qui est intéressant pour le retour, le feedback. Voilà, c'est le feedback que l'on a. J'ai déjà commencé à en faire à Rémi Nansouta par exemple, et donc c'est toujours intéressant parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un, la personne me dit ah l'avion, oui mais il y a mon père, il y a mon oncle, mon cousin, ou alors j'étais très jeune, il y a ceci, il y a cela, et je recoupe les événements. Et c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un m'a dit, très simplement pour être rapide, j'ai un cousin qui devait prendre l'avion le 21, mais il y avait une grève des transports. Je note cette information-là. Je fais le rapprochement avec les autres parlementaires qui devaient prendre l'avion et qui n'ont pas pris l'avion. Césaire, par exemple, je crois. Alors, sur Césaire, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a un Guadeloupéen bien de chez nous qui a affirmé pendant des années que Césaire aurait vu Béville, Gataillé, Tropos dire oh, l'affaire serait trop belle pour que l'affaire serait trop belle pour eux. Et il serait reparti.
je vois mal Césaire à 10 h du soir à Orly, ou à partir, ne pas prendre l'avion. Soit. Je suis beaucoup plus persuadé que lui, comme 2 autres parlementaires de la Guadeloupe, ont été informés pour leur dire ne prenez pas l'avion, tout comme il y a des personnes qui ont débarqué de l'avion. Donc c'est vrai qu'il y a eu des informations, et je connais un Guyanais qui a eu une information, ne prenez pas cet avion. Donc nous sommes en train de rechercher, savoir si effectivement, quels sont les indices qui sont probants, et quels sont les faits que l'on peut affirmer pour dire, voilà, il y a eu ceci. Ça veut dire qu'il y aura une suite? Oui. Bien, voilà, tout est dit. Merci Monsieur Le Breton, Fred Le Breton. Et je rappelle donc la sortie de cet ouvrage depuis le mois de septembre, mais qui est disponible aux éditions Nestor. Tu es le député, signature très bientôt. On aura l'occasion probablement de recevoir Monsieur Le Breton pour la suite de ce Tu es le député. Et je le disais tout à l'heure, qui rappelait un peu la chanson de Bob Marley. Voilà, merci d'être venu. On continue, Céline. Et je crois qu'on doit recevoir un policier tout à l'heure. Donc on fera le point de l'enquête. On fera le point de l'enquête. Voilà. On continue donc avec l'actualité factuelle, comme on dit. Nous l'avons évoqué hier dans le ZCL. Harry Chalus a interpellé hier la ministre des Outre-mer à l'Assemblée nationale. Le député maire est revenu notamment sur la situation des TPE ultramarines en s'interrogeant notamment sur le dispositif d'exonération des charges des sociétés. Il évoque un rabotage dans la présentation du budget d'Outre-mer 2016. Plus encore que la question, écoutons la réponse point par point de la ministre. Le reportage est signé Maurice Cessé. Ministre de l'économie. L'épuisement de notre modèle économique met en péril notre modèle social, vous le savez. Je crois fermement que notre avenir repose sur notre capacité à encourager la création de valeur et d'emplois. Sans emploi, il n'y a pas de société dont on puisse garantir la cohésion. En Outre-mer, le modèle économique actuel exclut la majorité de notre jeunesse. Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans dépasse les 50%. On constate les limites de ce modèle économique précaire, car basé sur un enchevêtrement de dispositifs multipliant les dérogations et adaptations du droit national ou communautaire. Cette incertitude, on la retrouve aussi dans la concrétisation des grands projets structurants, à l'instar de la reconstruction du CHU de Pointe-à-Pitre, du palais de justice ou de la prison de Basse-Terre et de Bémao. Nous devons, j'insiste, veiller à ce que les retombées de ces chantiers en termes d'emploi local soient optimisées. Les acteurs économiques manquent cruellement de visibilité et ne parviennent pas à sortir de l'urgence et de la précarité économique. Cela n'aide pas à favoriser l'emploi. Les entreprises ont besoin de cohérence sur le long terme pour investir et embaucher. Alors que les entreprises des DOM subissent de plein fouet la crise économique, les évolutions du dispositif d'exonération des charges entrevues par la présentation du budget d'Outre-mer dans le cadre du PLF 2016 inquiètent. Comment donner de l'espoir aux entreprises des DOM alors que ce coup de rabot semble contradictoire à l'objectif souhaité par le président de la République qui rappelait mi-septembre son attachement à la compensation en Outre-mer des handicaps structurels. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Harry Chalus, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous me dites que les entreprises manquent de visibilité. Il me semble que depuis 3 ans, les budgets que nous présentons chaque année montrent bien que ce gouvernement tient ses engagements à l'égard des Outre-mer et continue à considérer les Outre-mer comme une priorité. Vous le savez très bien, nous avons pour les entreprises fait beaucoup. Allègement des cotisations famille, CICE à 9%, exonération de charges renforcées pour les entreprises qui sont soumises à la concurrence. Par conséquent, cette année, ce sont 200 millions d'euros de plus qui bénéficieront aux entreprises. Je dois vous dire que je m'étonne qu'elles manquent de visibilité alors que nous avons voté la prolongation de l'octroi de mer. Vous savez aussi que nous avons prolongé cette année le dispositif de défiscalisation. Vous avez vu aussi que cette année, nous allons préserver la LBU et que donc nous soutenons les logements sociaux. Cette année, comme l'année précédente, la priorité que nous avons définie pour la jeunesse est maintenue. Comme vous, nous sommes préoccupés de voir que tous ces efforts n'ont pas la traduction qu'ils devraient avoir en matière d'emploi et notamment d'emploi des jeunes. Eh bien, en quelque part, moi j'ai fait un plan jeunesse, mais aujourd'hui j'ai tendance à dire, depuis 3 ans, nous faisons beaucoup d'efforts en direction des entreprises. C'est la semaine de la sécurité. On va recevoir 2 policiers, non pas pour parler de cette semaine de la sécurité, mais 2 personnages qui vont marquer le paysage. Déjà, Monsieur Vainqueur, bonjour. Qu'on connaît déjà beaucoup.
et M. Abdallah, qu'on découvre. Bonjour. Bonjour. Alors, qui présente qui? Alors, vainqueur, il a gagné quelque chose, il a gagné un grade, si je puis parler comme ça? Non, un grade, non, c'est simplement... C'est vrai que notre organisation s'est retrouvée en congrès ordinaire, donc national. Dernièrement. Et donc, à l'issue de ce congrès, effectivement, donc, j'ai été nommé donc, secrétaire national, délégué, ayant en charge les 3 départements français d'Amérique. Votre siège sera où? Dans les airs ou bien quelque part Disons que je serai effectivement amené à me déplacer un peu plus souvent sur les 3 départements et être aussi donc dans l'Hexagone. C'est quand même une promotion après 25 ans de bons et loyaux services syndicaux. C'est pas vraiment une promotion pour moi. Par contre, c'est une promotion pour le syndicalisme policier en Outre-mer. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est quand même un poste pour lequel nous nous sommes battus, et même les anciens avant moi se sont battus. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait d'être secrétaire national, c'est que vraiment le travail a été reconnu donc, par nos pairs donc, qui sont dans l'Hexagone. Et vos qualités de fédérateur, j'imagine, parce qu'il faut avoir cette notion-là aussi pour couvrir les 3 départements. Tout à fait. Donc, et c'est-à-dire que ça a été aussi avec l'assentiment des autres départements. C'est-à-dire qu'ils ont bien voulu que je sois donc le secrétaire national. C'est le patron, il peut dire. Le boss. Alors, M. Abdallah, vous savez, alors, vous arrivez là, j'ai pas envie de dire en héritier, mais ça va être lourd hein, à remplacer. Hein. Oui, donc il y a du travail là. Hein. C'est sûr qu'il y a du travail. Mais oui. bon, j'ai travaillé depuis plus de 5 ans aux côtés de M. Vainqueur. Oui. J'ai eu la chance d'être son adjoint. Oui. Donc il s'agit pour nous d'être dans une continuité. Hein, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup, au regard des difficultés, le travail, la charge elle est lourde, mais néanmoins n'est pas insurmontable parce que je sais que j'ai aussi une équipe autour de moi qui est prête à ferrailler. Voilà. Alors, la dernière fois que M. Vainqueur est venu ici, c'était pour nous dire qu'il manquait des moyens par rapport à des problèmes récurrents. Est-ce qu'aujourd'hui, le poste que vous allez avoir, M. Vainqueur, va vous permettre de peser un peu plus davantage sur ce qui se passe là-bas, à la place Beauvue, par exemple? C'est-à-dire que ça permettra effectivement qu'on puisse plus rapidement se retrouver dans les bureaux des instances dirigeantes de la police nationale. Ça permettra que lors de discussions, donc par exemple là nous avons eu un comité technique central qui a décidé donc de restructuration donc, au sein de la police nationale, mais ça permettra aussi qu'on puisse effectivement mettre en place une forme de dialogue social qui a tendance à se perdre même au sein de l'administration. Donc, sans chemise déchirée cette fois-ci. Sans chemise et sans violence surtout. Sans violence. Mais disons que c'est vrai que nous avons énormément de soucis, que ce soit sur la Guadeloupe, que ce soit sur la Guyane. En Guyane, vous avez aujourd'hui un commissariat où les gens n'arrêtent pas effectivement, lorsqu'ils sont gardés à vue, de s'évader. La Martinique connaît quasiment le même sort en termes immobiliers. Et nous avons... On a failli fermer Cap-Esther. Alors, il y aura aussi donc, à parler de ce problème de Cap-Esther, mais aussi du commissariat de Basse-Terre qui est dans un état de délabrement total. Donc, c'est vrai que les dossiers ne vont pas manquer sur ce département, mais c'est surtout aujourd'hui, on se rend compte que on nous avait parlé de réorganisation en espérant effectivement que les moyens allaient suivre. Eh bien, aujourd'hui, rien n'est fait. Et là, on va nous demander à nouveau, et ça c'est sur les 3 départements, de nous restructurer pour faire en sorte que sans moyens, sans effectifs, eh bien, que nous puissions quasiment nous démultiplier dans la rue. Ça veut dire quoi qu'on demande au département anti-Guyane de négocier entre eux pour essayer de gérer la crise ou comment ça se passe? Combler les trous, mais avec le même effectif. Mais effectivement, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse plus de sécurité
et avec très peu d'effectifs. Et ce qui ne va pas être effectivement une mince affaire. Comment ça va se passer là pour cette semaine de la sécurité dont on parle beaucoup du côté de la préfecture? Disons que là... Avec démonstration de force et tout, ça va être très cinématographique. Disons qu'en termes de communication, c'est-à-dire que l'État en particulier nous a appris à bien faire. À bien faire. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Nous savons qu'il y a des problèmes en termes de sécurité. Les gens n'arrêtent pas de se faire braquer, que ce soit sur les centres commerciaux, que ce soit devant les lycées. Nous avons un trafic de drogue qui ne cesse effectivement de s'accroître. Donc je crois que là, aujourd'hui, il faut vraiment mettre le curseur, mettre le doigt sur tous ces problèmes et surtout pouvoir faire ressortir qu'aujourd'hui, que nous, policiers, nous n'avons pas, je le répète, les moyens de notre politique, de la politique que nous réclame l'État, et aussi que nous n'avons plus de vie de famille. C'est surtout cela. Céline, une dernière question. Justement, j'avais envie qu'on dise deux mots des conditions de travail des policiers, mais un petit peu du climat qui règne justement dans les commissariats. Est-ce que ne pas avoir de moyens, c'est aussi difficile à vivre au niveau humain en fait? Est-ce que parfois il y a de la peur aussi pour vous Non, nous avons la chance d'avoir des collègues, des policiers courageux et valeureux, donc qui font leur travail avec beaucoup de conscience professionnelle. Néanmoins, ça aussi, ça a ses limites parce que les collègues se retrouvent avec une surcharge de travail, que ce soit au niveau procédural ou au niveau sur la voie publique, considérable. Et de plus, on se rend compte que la charge de travail, elle augmente et on n'a pas du tout les moyens et l'effectif suffisant pour accomplir nos missions. Juste un petit retour sur l'actualité. Alors, on parlait de la chemise déchirée et Christiane Taubira disait que désormais, les policiers allaient encadrer les personnes qui seraient en permission, entre guillemets. Alors, j'ai entendu un syndicat, Alliance, qui n'est pas le vôtre, réagir négativement sur cette question. Quelle est votre réaction à vous? Là, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Déjà, moi, je vais vous dire, si nous respections le code de la fonction publique, si nous respections le règlement général d'emploi, la police ne pourrait plus se faire, ni ici, ni ailleurs. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous escortons effectivement des gens du tribunal vers la maison d'arrêt, nous n'avons pas l'effectif nécessaire pour le faire. Alors, je ne vois pas comment demain, nous pourrions effectivement escorter des personnes. Je crois qu'il y a des décisions à prendre à ce niveau-là. Et il faut quand même que la ministre de la Justice soit un peu plus cohérente dans ses propos et qu'il puisse vraiment venir se rendre compte des soucis que nous avons, nous policiers. Mais écoutez, on va vous féliciter pour cette promotion supra-policière, en tout cas syndicale, je rigole. Et M. Abdallah, on aura l'occasion probablement de vous retrouver ici, puisque votre collègue sera par moi et par vous, et plutôt par vous que par moi. Et donc, c'est vous qui aurez la charge de venir de temps en temps ici répondre aux questions que nous posons sur la sécurité et qui ne manqueront pas de toute manière dans les semaines et mois qui viennent. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous. Et bonne chance et à bientôt. On vous remercie. Mais nous souhaitons quand même avoir une pensée parce que vous savez que nous avons perdu un collègue dans des conditions extrêmement tragiques et nous tenons effectivement à avoir une profonde pensée pour sa famille et ses proches et surtout pour sa petite fille de 5 ans qu'il laisse aujourd'hui. Tout à fait. Merci d'être venu. Céline, on boucle rapidement. Oui, juste, je fais une brève. On n'aura pas le temps de voir le dernier sujet, mais la Guadeloupe a désormais pignon sur rue. On en a parlé tout à l'heure. En plein Paris, le comité de tourisme des îles de Guadeloupe vient d'ouvrir une antenne Europe digne de ce nom dans la capitale. De quoi déployer ses forces à la conquête des marchés transatlantiques. Voilà, donc on n'aura pas le temps de voir le sujet. Ce sera peut-être pour demain avec un peu de chance. Mais voilà, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on termine à la boue. Mais enfin, on se retrouve demain. Ne vous inquiétez pas, on sera encore là, Céline et moi. Au moins jusqu'à la fin de la semaine et puis après on verra. Voilà, salut à tout le monde, merci à Zébris pour la réalisation technique et puis bon appétit pour ceux qui terminent. Nous on va commencer.
Salut Céline. Salut Danick.